Bonjour Christophe, vous êtes donc le directeur et le CEO de French ICO. Euh, et donc on souhaitait réaliser une interview pour comprendre ce que c'est en détail qu'une ICO, quel est le projet que vous menez derrière bien celui qu'est French ICO, en quoi consiste la blockchain pour les néophytes qui regarderaient la vidéo, et puis aborder d'un point de vue plus central, je dirais, l'approche technique ainsi que l'approche d'un point de vue de l'investisseur, comprendre tous les fondamentaux et s'intéresser à l'univers des crypto-monnaies, de la blockchain, et notamment se focaliser sur le point des ICO. Donc une question de base, vraiment fondamentale pour comprendre qu'est-ce qu'une ICO, Initial Coin Offering, et pourquoi s'intéresser à ça à l'heure d'aujourd'hui. Alors une ICO, donc comme tu l'as bien dit, c'est Initial Coin Offering, donc en français c'est une émission de jetons. Donc on utilise la technologie blockchain pour cela, donc je vais y revenir après. Donc une ICO c'est une levée de fonds en crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on collecte des crypto-monnaies des investisseurs. Donc les investisseurs peuvent contribuer sur un projet en crypto-monnaie et en échange de cette crypto-monnaie, ils reçoivent des jetons qui sont spécifiques au projet. Ensuite, ces jetons, donc dans le cas d'une ICO, c'est de l'utility token, c'est-à-dire que c'est un jeton d'usage, c'est un jeton qui permettra d'acheter des prestations ou des services qui sont proposés par le porteur de projet. Donc, la plupart du temps, c'est des réductions ou des exclusivités qui ne peuvent s'acheter qu'en jeton. D'accord. Donc si on fait le parallèle, par exemple, avec des actions sur le milieu de la bourse traditionnelle, lorsque on a une action, on a des dividendes et des droits lors de la gestion de l'entreprise. Est-ce que là, si on détient une certaine quantité de tokens dans un ICO, on participe à la direction parce que c'est une entreprise au final? Oui, alors le projet en question, c'est une entreprise, c'est une société. Alors dans le cas d'une ICO, c'est un utility token, donc c'est-à-dire un jeton qui pourrait être utilisé en échange de produits ou de services. Ce n'est pas un actif financier dans le cas d'une ICO. Maintenant, il y a plusieurs termes qui existent dans l'univers des crypto-monnaies. Donc, on a ICO, Utility Token. Donc, ce n'est pas un actif financier, j'insiste. Et sinon, il y a le STO. STO aussi, vous entendrez si vous documentez tous sur le sujet. Les STO, c'est des Security Tokens. Et dans ce cas-là, le token en question est un actif financier. Et là, il y a du droit de vote. Il peut y avoir des dividendes qui sont rattachés à ces jetons, etc., etc. C'est comme une part de société. D'accord. Et ça, c'est dans le cas de STO. D'accord, donc à bien distinguer les deux, l'utility token qui vient d'un ICO et le STO. Exactement. Et donc pour prendre un exemple, donc vous êtes en train de mettre en place une levée de fonds sous la forme d'une ICO pour le projet French ICO. Et donc si on se focalise sur cet exemple, en quoi ça consiste et par l'intermédiaire de ce token, qu'est-ce que ça apporte à celui qui le détiendra finalement? D'accord. Notre plateforme, déjà, c'est une plateforme qui permet de faire des ICO. Donc, on a voulu réaliser notre propre ICO sur notre propre plateforme. C'était la moindre des choses. Donc, on a effectivement, on est le 6 avril. Alors, je sais plus exactement d'ailleurs. On est le 10 avril, pardon. Et le 10 avril, l'ICO est en cours. Donc, on a une ICO qui nous concerne, qui est en cours. Concrètement. Alors, le porteur de projet qui veut faire une ICO sur notre plateforme, donc une ICO coûte à peu près 30 000 euros en euros. Si jamais il pour la faire, pour la réaliser. Donc ça, c'est les frais que la plateforme French ICO va demander à un créateur de projet. Voilà, exactement. Donc, on peut payer en euros, ou alors si on paye en jetons, on paye moins cher. Donc, ça permet d'avoir des tarifs réduits. D'accord. Et j'ai donc pour revenir sur comment cela fonctionne en détail, donc on a compris que c'était une sorte de discount sur les prestations qu'on pourrait avoir. Plusieurs tokens, donc on connaît deux blockchains majeurs. On parle souvent du Bitcoin, le mastodonte, et des crypto-monnaies. Et donc évidemment, il y a le terme de la blockchain qui revient derrière. Au-delà de l'intérêt spéculatif, il y a les questions techniques. Et c'est finalement grâce à la blockchain que tout ça est né. C'est la technologie qui est intéressante. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas encore ou qui n'auraient pas bien compris très simplement pourquoi cette technologie est intéressante et pourquoi l'utiliser à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous pourriez
en quelques mots, vulgariser ce que c'est l'idée générale de la blockchain. Oui, alors en fait, la blockchain, c'est un réseau distribué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul point central qui constitue le réseau. Par exemple, une banque, toutes les informations d'une banque sont centralisées dans la banque, dans le serveur de la banque. Donc la banque elle-même, donc on appelle ça un serveur centralisé, qui est centralisé par la banque, peut modifier des informations dedans, peut y rajouter des choses, etc. dans le code informatique de son serveur. Un réseau blockchain, c'est un réseau distribué, c'est-à-dire que c'est plusieurs ordinateurs qui constituent la blockchain. Chaque ordinateur contient la copie intégrale de la blockchain. Donc, en d'autres termes, c'est s'il y a une personne qui veut changer une information de la blockchain, donc mettons un ordinateur, qui pourrait être un pirate, qui décide de changer une information dans la blockchain, bah cette modification ne sera pas retenue parce que les autres ordinateurs ne valideront pas cette modification. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un réseau distribué, c'est-à-dire que la blockchain, elle est copiée sur tous les ordinateurs qui constituent le réseau. D'accord. Et du coup, c'est infalsifiable. On ne peut pas falsifier la blockchain. Donc, toutes les informations qui sont inscrites dans la blockchain sont inscrites à vie. Donc, j'explique un exemple de transaction. C'est une personne qui envoie 10 Ethers à une personne B, une personne A qui envoie 10 Ethers à une personne B. Cette transaction est écrite dans la blockchain. C'est-à-dire que A envoie à B, donc B va avoir plus 10 Ethers, et A va avoir moins 10 Ethers, forcément, sur son compte. Et ça, c'est écrit. Et si 6 mois après, quelqu'un décide de modifier pour pirater en disant non, B n'a pas reçu 10, a reçu 20, ben ça ne marche pas. Puisque si on veut modifier cette information-là, tous les autres ordinateurs du réseau vont dire ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc ça veut dire que cette modification n'est pas validée. Donc ça permet la blockchain permet, donc ça a été créé en 2008 avec le protocole Bitcoin. Donc ça permet de se prémunir en fait de tiers de confiance comme les banques, etc. C'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin a été créé. Ça a été créé en 2008 au moment de la crise financière, la précédente crise financière, pour justement passer outre les tiers de confiance qui sont les banques entre eux. D'accord. Ensuite, en 2015, il y a Ethereum, donc c'est la plus grosse crypto-monnaie après Bitcoin qui est apparue, la deuxième plus grosse blockchain. Elle a la particularité d'être programmable, c'est-à-dire que c'est un fort avantage. Cette blockchain, on peut lui intégrer du code informatique. Donc on lui met pas juste des transactions c'est pas juste du transfert d'argent. C'est là, pour le coup, on peut carrément y intégrer du code informatique. Et ce code informatique, une fois qu'il est mis dans la blockchain, pareil, ne peut pas être modifié. Et on dit souvent the code is law, le code est la loi, fait la loi. Et oui, puisque c'est le code que l'on met dans la blockchain qui sera exécuté, et pas un autre. Et on ne pourra pas modifier ce code une fois inscrit dans la blockchain. Et c'est grâce à cette blockchain Ethereum et les smart contracts, donc ce fameux code dont je parle, ça s'appelle un smart contract, c'est grâce à ces smart contracts que l'on peut réaliser des ICO, des levées de fonds crypto-monnaies. C'est le code qui exécute la collecte et qui, en échange d'un certain nombre d'Ethers collectés, vont émettre tant de jetons. Donc c'est écrit et on ne peut pas le modifier. D'accord. Et donc vous, via l'ICO, vous vous basez sur la blockchain Ethereum. Exactement. Nous, on n'utilise que Ethereum, puisque c'est une blockchain déjà, il fallait faire un choix, parce qu'il y en a beaucoup. On a pris la blockchain donc, numéro 2, qui est Ethereum. En termes de valeur, donc Ethereum est la plus grosse valorisation du marché crypto. Et en plus, c'est une blockchain qui a fait ses preuves, qui n'a jamais été hackée. Alors, quand on parle de hack, pas de piratage, la blockchain n'a jamais été piratée. On a entendu parler de problèmes de sécurité sur Ethereum, mais ça n'est pas lié à la blockchain. C'est les codes, en fait. C'est le code informatique, les fameux smart contracts, qui avaient des failles. Ça c'est possible. D'accord. C'est-à-dire que le code informatique qu'on y met, et finalement, il va exécuter ce qu'on a programmé. Et s'il y a une faille dans le programme, là, il peut y avoir des problèmes. D'accord, donc en fait, le point faible, s'il y en a un, ça vient dans le code où il y a une erreur dès le début. Exactement. D'accord. Exactement. Les failles viennent de là, viennent pas de la blockchain. D'accord. Donc nous, on utilise Ethereum, on utilise des smart contracts pour réaliser notre ICO et nos smart contracts sont audités, c'est-à-dire qu'ils ont été vérifiés par une société extérieure qui vérifie qu'il n'y a effectivement pas de faille de sécurité, etc., etc. Donc ça veut dire que le code est retesté pour savoir s'il n'y a aucune défaillance.
Exactement. D'accord. Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui, et c'est une vraie valeur ajoutée de notre plateforme, la plateforme FrenchICO.com, parce qu'on propose donc aux porteurs de projet de réaliser une ICO clé en main, mais aussi on propose surtout toute la technologie qui va avec. C'est-à-dire que le smart contract, il est codé, vérifié, il n'y a pas besoin d'un expert de la blockchain pour faire son ICO. Et il n'y a surtout pas besoin d'acheter une prestation de développement spécifique, puisque nous, il est déjà codé, en fait. Et il est vérifié. D'accord. Ça, c'est important. Si quelqu'un souhaite créer son entreprise, par exemple, qu'il l'aborde d'un point de vue traditionnel, donc voilà, qui veut aller à la banque faire un prêt, pourquoi il aurait intérêt à avoir recours à une ICO et à une émission de tokens si on voulait se projeter d'un point de vue des atouts de la technologie et en même temps, enfin, qu'est-ce que ça signifie pour l'entrepreneur qui souhaite se lancer dans une ICO? Dans une ICO. Alors, déjà, quand on veut financer son projet, quel qu'il soit, on peut se diriger vers comment dire, les modes de financement traditionnels. Faut le faire, aller voir les banques, les business angels, de la levée de fonds traditionnelle, etc. Une levée de fonds traditionnelle, on va diluer son capital. C'est-à-dire qu'on va devoir céder des parts de sa société à l'investisseur. Dans le cas d'une ICO, il n'y a pas de dilution de capital. C'est-à-dire que l'investisseur va effectivement contribuer sur le projet et en échange, il reçoit des jetons. Ces jetons, alors, il est très important au porteur de projet, par contre, de définir des usages aux jetons. Si le jeton ne sert à rien, forcément, le jeton n'a aucune valeur et n'aura aucune valeur. Il va intéresser personne. Donc, l'investisseur qui achète du jeton qui ne sert à rien, bah, son investissement est perdu. Donc, c'est au porteur de projet de bien définir à quoi va servir son jeton. Et l'investisseur qui va acheter ces jetons, normalement, si le projet est fiable, viable et qu'il y a un vrai intérêt aux jetons, normalement, l'investisseur pourra revendre ses jetons plus chers et donc faire une plus-value. D'accord, donc in fine, le but c'est pour pouvoir se financer, pour pouvoir enfin, couvrir les frais en fait de l'émission, puisqu'on l'a vu, c'était 30 000 euros dans le cadre de French ICO, c'est in fine de revendre les tokens une fois qu'ils auront une valeur sur le marché. Alors, dans le monde des ICO, donc dans le multi-token, il y a deux types d'investisseurs. Il y a l'investisseur dit d'usage, celui qui va chercher à obtenir des réductions sur une prestation, ou des avantages, ou des exclusivités. D'accord? Et il y a l'investisseur qui recherche du rendement. Donc lui, c'est l'investisseur qui n'est pas intéressé par forcément les prestations, mais qui va rechercher du rendement. Le point de vue service et le point de vue spéculatif. Alors, je vais prendre un exemple qui me plaît beaucoup et puis qui parle à tout le monde. On a des producteurs de films qui nous contactent, des producteurs de films. Pour faire une ICO dans le cadre d'un film, c'est très parlant. Donc le producteur cherche à financer un film qu'il voudrait réaliser, donc il fait une ICO. D'accord. En échange des fonds qui sont collectés, il va émettre des jetons. Donc les jetons vont être redistribués aux investisseurs. Donc à quoi vont servir ces jetons? À deux choses. La première, c'est de pouvoir acheter par exemple les costumes du film ou acheter les accessoires du film. Par exemple, si c'est un film de super-héros, etc., on pourrait très bien acheter l'épée du film ou participer à des ventes aux enchères pour tous les accessoires du film. Ça, c'est un vrai intérêt pour les fans. Donc, on va dire les investisseurs dits d'usage, ceux qui se disent voilà, moi, le projet, le film me plaît, je pense que ça va être un succès, j'investis aujourd'hui et demain, je vais pouvoir acheter les accessoires à des tarifs préférentiels, ou voire même acheter des accessoires uniquement en jetons. C'est-à-dire que c'est des accessoires qu'on ne pourra pas acheter en euros, mais qu'on pourra acheter uniquement en jetons. Et donc, du coup, ça donnerait de la valeur aux jetons. Et d'un autre côté, il y a les investisseurs qui recherchent du rendement. Eux, ils vont acheter les jetons, non pas pour acheter les accessoires, etc., parce que ça ne les intéresse pas. Par contre, ils les achètent aujourd'hui, puisqu'ils savent très bien que le film va être un succès, ils savent très bien qu'il va y avoir des fans, et là, du coup, ils vont revendre leurs jetons aux fans qui vont vouloir acheter les accessoires. D'accord. D'accord. Voilà. Oui, et là, il y a une vraie explication qui parle beaucoup plus au grand public. Le parallèle est assez explicite, oui. Voilà. Et dans le jeu vidéo, pareil, on a des studios de jeux vidéo qui nous contactent, c'est le même schéma. On pourrait très bien avoir une monnaie transversale à différents jeux vidéo. Alors, je ne vais pas donner de nom de marque parce que sinon je vais avoir des problèmes, mais un éditeur de jeux vidéo qui a plusieurs jeux vidéo, il pourrait très bien créer un jeton qui permettrait d'acheter les jeux ou d'acheter surtout des accessoires au sein du jeu. Et on pourrait acheter une épée si c'est sur un film de magie, ça remplacerait en fait la monnaie virtuelle des jeux qu'on connaît. Exactement. D'accord.
Donc D'accord. ça, c'est en réflexion aussi avec beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo. Oui, ça se goupille bien avec l'idée du. Alors, Enfin, on change pas ouais, fondamentalement quelque chose, c'est simplement remplacer une monnaie par autre chose. Euh, oui, et c'est déjà implanté en fait dans l'univers des jeux vidéo. Parce que si on se, un film, c'est déjà plus surprenant dans la vie réelle, échanger à donner une valeur marchande à quelque chose qui est complètement virtuel, même si on le fait de plus en plus avec les banques, c'est quand même plus mm, surprenant qu'un jeu vidéo. Donc oui, on voit bien la lignée des différentes industries qui s'intéressent de plus en plus à ce type de technologie. Donc ça, c'est plutôt parlant. mm. Et si l'on veut faire sa propre ICO, très schématiquement, pas, sans rentrer dans les détails, quelles sont les étapes à suivre? Moi, aujourd'hui, si je reprends votre exemple, je suis un éditeur de jeux vidéo, j'ai codé mon jeu, il est prêt à sortir, et je souhaite que la monnaie virtuelle de mon jeu puisse avoir de la valeur réelle dans la vie réelle. Et ben, je souhaite tout simplement faire appel à vos services pour pouvoir financer un token. Un token. Donc c'est simple. Donc déjà, tout ce que tu viens de me dire, faut le mettre sur papier. Donc ça va constituer le début du document d'information, ce qu'on appelle, souvent on appelle le white paper. Donc c'est un document d'information qui va expliquer le projet, donc l'aspect technique, l'aspect économique, comment le projet va se financer, à quoi vont servir les jetons, ça c'est très important, etc., etc. Ce document d'information, donc nous on étudie ce premier draft, ce premier jet, sans rentrer dans le document technique pour l'instant, on rentre un peu dans le détail sur ce que vous nous donnez. Ensuite, on valide avec vous le dossier et on peut commencer la prestation ensemble. Ensuite, on va faire en sorte d'obtenir le visa auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour que vous puissiez réaliser votre ICO. Donc, le visa, comment il est obtenu, c'est simple, c'est-à-dire que le document d'information, on va le compléter avec des éléments qui sont très juridiques, mais toute la partie technique, c'est votre métier. Vous savez faire du jeu vidéo, vous ne savez pas faire une ICO. Donc, on s'occupe de la partie ICO, juridique, etc., et vous vous occupez de la partie technique. Une fois que le visa est obtenu de l'AMF, eh ben, on peut démarrer votre ICO. Et l'ICO démarre et on réalise la collecte de fonds. Et est-ce que l'aspect marketing, communication est pris en charge par la plateforme? Oui, alors en partie. Alors l'avantage d'être sur une plateforme qui est transversale avec d'autres projets, c'est que ça permettra de créer plus de traction, puisque toutes les personnes qui vont venir voir votre projet vont aussi voir les autres projets de la plateforme. On a un réseau d'investisseurs, donc l'intérêt aussi c'est que nous on centralise en fait les investisseurs sur notre plateforme. Ils sont déjà inscrits sur notre plateforme, ils sont habitués à nos projets, ils savent, ils connaissent la qualité de notre projet. Donc l'intérêt, c'est que les investisseurs qui ont déjà investi sur certains de nos projets, potentiellement peuvent investir sur le vôtre. Donc pour le porteur de projet, l'intérêt, c'est ça aussi. C'est qu'ils bénéficient d'une plateforme qui existe déjà, d'un smart contract et aussi d'un réseau d'investisseurs. D'accord. Et donc concrètement, comment sont créés les tokens? Parce que ça peut être quelque chose qui paraît assez difficile à comprendre. Comment sont créés les tokens? Est-ce qu'il s'agit d'un code? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, lorsque Alors l'ICO est validé. c'est du code informatique. Hein. C'est du code informatique qui est exécuté dans la blockchain Ethereum. Et donc les jetons sont envoyés ensuite sur des crypto-wallets, on appelle, donc des crypto-wallets qu'on retrouve sur téléphone, tout simplement, téléphone ou ordinateur. Aujourd'hui, la technologie blockchain est de plus en plus intégrée dans notre vie du quotidien. On a un navigateur qui s'appelle Opera, Opera Mobile, donc la plupart des gens utilisent Chrome comme navigateur, ou Internet Explorer. Oui, Alors, un peu Opera, moins le maintenant. navigateur privé. Voilà. Donc il y a Opera qui intègre en natif un crypto wallet. Donc il n'y a pas besoin d'installation très compliquée. Je fais souvent la comparaison avec Internet à l'époque. Installer un modem Internet, installer son kit Wanadu, pour ceux qui connaissent, c'était un petit peu pénible quand on n'y connaissait rien. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est digital native. C'est-à-dire qu'on est tous nés avec des ordinateurs dans les mains. Et la technologie, elle est intégrée. Donc sur Opera, par exemple, le navigateur Opera intègre un crypto wallet. Il y a Brave, donc il y a un autre navigateur qui intègre la technologie, le crypto wallet. Donc bref, en fait, la crypto wallet, il n'y a rien de compliqué à installer et ça vous permet ensuite d'avoir dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, une copie de la blockchain et donc du coup de pouvoir utiliser comme si vous payiez en euros en fait. C'est comme n'importe quelle passerelle de paiement. Et vous vous retrouvez avec des crypto-monnaies dans vos téléphones et vous pouvez les envoyer à qui vous voulez. D'accord. Et Donc, donc ça, il ouais. s'agit d'un crypto wallet donc
qui va Voilà. reconnaître la clé correspondante au token qui a été créé. Exactement. Ouais. Euh, mais est-ce que, in fine, bon ça j'imagine que ça dépend des projets, mais est-ce qu'il y a des wallets qui sont dédiés euh, uniquement ou à chaque création de projet, est-ce qu'un wallet va être créé, un portefeuille, ou est-ce qu'on va stocker nos crypto-monnaies à chaque fois, soit sur, comme vous l'avez dit, un navigateur qui propose un wallet numérique, ou sur un exchange. Sur un exchange. Alors, c'est ce qu'on appelle un wallet compatible Ethereum. Donc, tous les jetons que les porteurs de projets vont créer, ils sont compatibles Ethereum. Donc, il n'y a pas besoin d'un wallet à chaque fois. C'est le même wallet. En fait, il y aura toute la liste des jetons que Et l'on ça, possède. et ça d'un point de vue sécurité, c'est suffisant. Il y a des garanties si jamais, je sais pas moi, l'entreprise du navigateur, ou enfin le navigateur en soi connaît des problèmes puisqu'ils sont assujettis eux à des attaques potentielles. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, si jamais l'un des sites, l'un des navigateurs ne fonctionne plus, de récupérer ces tokens? Comment ça? Il y a une Alors garantie oui, derrière? parce que en fait, les jetons ne sont pas, comme je disais, c'est une erreur de langage, ils sont pas dans le téléphone ou ils sont pas chez Ils sont dans la le, blockchain. ils sont dans la blockchain. Donc tant que la blockchain n'est pas hackée, il n'y a pas aucun problème. Donc avec la Et, clé, on pourra toujours les récupérer, quel que soit exactement. En l'intermédiaire. fait, le wallet, c'est simplement une interface qui permet de communiquer avec la blockchain. Donc réellement, les fonds ne sont pas sur votre téléphone. D'ailleurs, c'est un petit peu comme l'euro. Finalement, l'euro, aujourd'hui, l'euro digital, hein, je ne parle pas du billet, l'euro digital, c'est aussi du code informatique. Aujourd'hui, quand vous regardez votre compte en banque sur votre téléphone, les euros qui sont sur votre compte, ils ne sont pas sur votre téléphone, ils sont sur votre compte. Donc là, c'est pareil en fait. Le navigateur, c'est juste une interface. Donc même si Opera demain disparaissait ou n'importe quel autre navigateur, les fonds, l'argent, les crypto-monnaies, pardon, sont toujours sur la blockchain. D'accord. Donc on pourra de toute façon toujours les récupérer. Il faut surtout pas perdre, bon après je ne veux pas rentrer dans le détail ici, mais il ne faut pas perdre sa clé privée. C'est la fameuse clé qui permet L'équivalent d'un mot de de passe. récupérer, voilà, D'accord. l'équivalent d'un mot de passe qui permet de récupérer ses fonds. Par Et contre, étant donné qu'il n'y a plus de tiers de confiance, vous pouvez appeler personne si vous perdez votre clé. Si vous perdez votre mot de passe sur votre compte en banque, vous appelez votre banquier, il va vous donner un nouveau compte en banque, un nouveau code. Ça va. Mais par contre, dans les cryptos, se, on veut retirer les tiers de confiance, c'est bien, mais par contre, la seule personne de confiance, c'est vous. Hein. d'accord. Et donc, par exemple, si un cas venait à se dérouler comme ça, et si quelqu'un avait conservé sa clé privée, pour une raison X ou Y, il ne pouvait plus accéder à l'intermédiaire qu'il utilisait jusqu'alors, comme crypto wallet par exemple avec Brave, euh, il pourrait. Comment ça se passe pour qu'il puisse récupérer ses tokens? Il vient directement via la plateforme ou il va solliciter le réseau, enfin la blockchain? Là, on ne peut pas solliciter la blockchain. En fait, la blockchain n'appartient à personne. Donc, c'est hors de question. Il n'y a pas de personne en face qu'on peut contacter. Dès qu'on a la clé privée, on peut réactiver son wallet sur n'importe quel outil disponible sur Internet. D'accord. Donc, si on était sur Brave au début, c'est cette même clé. Donc, on ne sait rien, c'est une clé qui a plusieurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, AB, enfin peu importe. C'est une clé. Cette clé, elle est propre à vos toilettes et vous pouvez vous pouvez vous reconnecter à la blockchain avec cette clé. Donc, D'accord. c'est juste la clé qu'il ne faut pas perdre, en fait. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, de ce point de vue-là, déjà, il y a des garanties qui existent, du coup. Hum. Et donc, avant de basculer d'un point de vue de l'investisseur, pour ceux qui seraient intéressés et qui cherchent à comprendre ce qu'est qu'une ICO, la technologie, etc., qui Hum. voient dans les ICO une opportunité finalement qui commence à émerger par rapport aux autres types d'investissements traditionnels. D'un point de vue légal et juridique, puisqu'on n'en entend pas trop parler, il y a beaucoup d'ICO qui ont fait énormément de bruit en Chine. On a souvent cette statistique en tête de 70% de scams, donc d'arnaques. J'ai un exemple qu'a connu la communauté crypto, c'est notamment l'exemple de BitConnect, qui a fait énormément de bruit avec des organisations dans la vie réelle, etc., avec un affichage public qui laissait penser que le projet était sérieux, qu'il ne s'agissait pas d'une pyramide de Ponzi. Et dans ce cas-là, finalement, les investisseurs ont perdu l'intégralité de leur investissement. Donc d'un point de vue légal, en France, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plus de contrôle qu'en Chine? Comment être certain que on s'investit dans un projet qui ira jusqu'au bout?
qui ira jusqu'au bout? Alors, je vais vous donner déjà deux chiffres. Il y a 30 milliards d'euros qui ont été levés via une ICO depuis 2014. D'accord. En France, seulement 150 millions d'euros. Donc effectivement, il y a eu dans ces 30 milliards qui ont été levés, il y a eu beaucoup de scams. Alors les 70%, je ne connais pas le chiffre, mais il y a eu énormément de scams. Ce qui a fait que les investisseurs ont perdu énormément confiance dans les ICO en disant les ICO c'est de la pure arnaque et on n'ira plus. La techno et l'ICO, il y a vraiment un vrai avantage, tous les avantages que je vous ai expliqués avant. Donc les ICO ne sont absolument pas mortes. Ce qu'il faut, c'est redonner la confiance aux investisseurs. Donc en France, déjà au moment où il y a eu toutes ces arnaques, il y a plusieurs pays qui ont décidé d'interdire les ICO sur leur territoire. Voilà. Comme ça, les choses étaient claires. La France a été un petit peu plus intelligente en se disant il y a une vraie opportunité, on ne va pas les interdire, mais on va les réguler. Donc depuis la loi Pacte, donc en 2019, la loi Pacte a permis de définir une réglementation liée aux ICO, qu'on appelle le visa de l'AMF. Donc l'AMF, Autorité des marchés financiers, propose à tous les émetteurs de jetons, donc toutes les personnes qui font des ICO, d'obtenir leur visa. Donc le visa consiste en quoi? Consiste à leur transmettre un document d'information bien détaillé, transparent, clair et non trompeur. C'est-à-dire que toutes les informations qui sont dedans doivent être claires, transparentes et non trompeuses. Et tout ça, c'est vérifié par l'autorité des marchés financiers. Si l'autorité des marchés financiers valide le visa, donc le visa est valable pour 6 mois. Donc, ça laisse le temps de faire l'ICO. Donc ça, c'est très important parce que l'autorité des marchés financiers, c'est quand même les régulateurs français qui ils font pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un projet qui a obtenu un visa de la part de l'AMF, on peut considérer que c'est un projet qui est fiable. Donc ça ne veut pas dire que le projet va réussir, mais en tout cas, toutes les informations qui sont communiquées par les dirigeants de la société sont claires. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très bien ce visa de l'AMF, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont plus ou moins critiqué en disant oui, mais ça veut dire qu'on va être sous contrôle de l'autorité des marchés financiers, on va pouvoir faire n'importe quoi. Ben oui, tant mieux, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et en plus, il y a un critère qui est important, je ne l'ai pas assez dit, mais c'est tout ce qui est lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Les crypto-monnaies, ça a été aussi ça, c'est ah oui, mais les crypto-monnaies, c'est une horreur, ça permet de financer le terrorisme, etc. Alors, bien sûr, tout comme l'euro d'ailleurs, hein, malheureusement. Mais grâce à la régulation qui a été mise en place sur les ICO, on est imposé par l'autorité des marchés financiers à mettre en place des procédures de lutte anti-blanchiment. C'est-à-dire que tous les investisseurs qui investissent sur les projets de notre plateforme doivent passer des contrôles d'identité. Et on interroge des bases de données pour vérifier si ces personnes ne sont pas des personnes recherchées, des criminels, etc. D'accord. Et donc, si on prend par exemple l'exemple d'un projet, d'une ICO qui viendrait à terme avec un objectif de 10 millions d'euros de levée de fonds. Il est atteint. La timeline était de 6 mois, c'est atteint au bout de 2 mois, le projet est vraiment très intéressant, effet domino sur les investisseurs qui en parlent à leur réseau, et finalement ça monte très vite. Voilà, le projet met beaucoup de temps à se développer, le temps de création des différentes étapes du projet n'est pas forcément respecté, il y a des délais de retard, etc. Et finalement, on est 2 ans après l'ICO et rien n'a toujours été fait. Est-ce qu'il y a des garanties de ce point de vue-là? Est-ce que le créateur de l'ICO peut partir avec la caisse, entre guillemets, si on reprend l'expression, et à ce moment-là, est-ce qu'il y a une indemnité pour les investisseurs? Alors absolument pas, ils ne peuvent pas partir avec la caisse, parce que bon, déjà on ne prend que des sociétés françaises sur notre plateforme qui auront le visa de l'autorité des marchés financiers, et dans le document d'information qui est visé par l'AMF, il y a des engagements de la part du porteur de projet. Il explique clairement ce qu'il va faire de l'argent collecté. D'accord, il y a une liste d'actions qui doivent être réalisées. Donc si effectivement le porteur de projet ne réalise pas sur les actions sur lesquelles il s'est engagé, il va être sanctionné. Donc les investisseurs peuvent perdre leurs fonds, certes, mais par contre le porteur de projet risque sérieusement d'aller en prison ou de devoir rembourser. Donc non, c'est très contrôlé. Après que le projet ne réussisse pas. Le fait de dire que ce soit que des sociétés françaises, je pense que ça aide aussi à avoir un suivi d'un point de vue national.
Oui, c'est plus dans Et la... viser de l'AMF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société, donc elle va être suivie. C'est-à-dire que toutes les dépenses vont être contrôlées. Surtout pour un SEO de 10 millions d'euros, il y a obligation de nomination, il faut nommer un commissaire aux comptes. Donc tous les comptes sont vérifiés. Après que le projet ne marche pas, ça peut arriver. Que tout soit respecté, les fonds sont dépensés comme il était convenu, puis que finalement le projet ne marche pas. Mais ça, on va dire, ça fait partie de la vie de n'importe quelle entreprise. Et un investisseur qui investit sur un projet nouveau, donc, ce qu'on appelle en amorçage, donc au tout début, il prend le risque effectivement d'avoir un projet qui n'aboutira jamais. Après, si c'est un projet qui existe déjà, qui a déjà du chiffre d'affaires, qui a déjà des bons résultats, etc., il peut aussi faire une ICO. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est beaucoup plus rassurant pour l'investisseur, parce que l'investisseur se dit, bon, bah, c'est une société qui marche, qui a déjà des chiffres, j'y vais. Mais alors à ce moment-là, la question qui semble naturelle de se poser, c'est pourquoi investir dans une ICO si on peut le faire après? Une fois que les chiffres d'affaires et que le projet fonctionne, si l'émission de token continue à se faire sur les marchés, pourquoi ne pas investir une fois qu'on a la garantie que le projet fonctionne? Alors, ça dépend. Il y a certains projets qui vont décider de faire une ICO dès le début. Donc, ils ont juste un projet sur le papier, ce qu'on appelle de l'amorçage. Donc là, évidemment, ils n'ont pas de chiffres, ils n'ont pas de chiffre d'affaires, rien. Et après, il y a ceux qui ont déjà des chiffres d'affaires. Donc, il n'y a pas de réponse à ça. C'est si on a besoin d'argent pour financer son projet dès le début, eh ben, on peut faire une ICO dès le début. Si on n'a pas besoin d'argent parce qu'on a suffisamment de fonds propres, qu'on a réussi à obtenir un crédit parce qu'on pense que c'est le mieux, on a réussi à récupérer de l'argent, ce qu'on appelle la love money, donc l'argent un peu de la famille, etc., pour récupérer centaines ou 50 000 euros pour pouvoir commencer à développer son application, par exemple, eh ben, il n'y a pas besoin de faire d'ICO. C'est au porteur de projet de définir il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est plus facile de lever des fonds quand on a déjà des métriques, qu'on appelle, c'est-à-dire des chiffres, qu'en amorçage. Mais ça, c'est vrai aujourd'hui aussi. Après, l'avantage de passer par une ICO, c'est qu'on va toucher un public d'investisseurs internationaux. C'est-à-dire que si vous faites de la levée de fonds traditionnelle, il va falloir que vous fassiez votre roadshow, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer les investisseurs un par un ou en petits groupes, etc. C'est très chronophage, d'accord? Et en plus, vous allez diluer votre capital, c'est-à-dire que vous allez devoir céder des parts de capital. Si vous faites une ICO, vous faites un pitch deck en live, donc directement par un webinar, et ensuite, vous avez tout un public international. La crypto-monnaie n'a pas de frontières, donc vous pouvez toucher tout type d'investisseurs. D'accord. Et vous ne diluez pas votre capital, en plus. Donc il n'y a pas de quand c'est le bon moment pour faire une ICO. En fait, j'ai envie de dire, si on fait une ICO en amorçage, c'est-à-dire au tout début, sans chiffres, sans rien, alors il faut qu'il y ait une équipe quand même qui tienne la route, donc il faut parler de l'équipe, mais si vous voulez lever 10 millions d'euros en amorçage, c'est un peu compliqué, parce que 10 millions d'euros, vous n'allez pas les avoir comme ça. Par contre, si en amorçage, vous avez besoin de 100 000 euros, c'est peut-être beaucoup plus facile à obtenir. Donc, sur la base d'un document, juste un projet. Après, par contre, effectivement, quand on a déjà des chiffres, qu'on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on veut lever 10 millions, et qu'on a des superbes résultats financiers, c'est beaucoup plus facile. Donc tout ça, c'est des choses... C'est comme le principe de... Enfin, dans les budgets, c'est un peu le principe d'une start-up quand au début, elle commence par 100 000 et une fois qu'elle a des résultats, elle décroche des bourses de plus en plus importantes. Donc ça fonctionne sur le même principe finalement. Exactement. Et en plus, nous, l'avantage sur notre smart contract, donc le fameux code qui permet de faire une ICO, on peut le faire en plusieurs étapes. Et notre code a été conçu pour ça. Donc on peut faire une ICO, donc pour Initial Coin Offering. Ensuite, on fait des NCO, New Coin Offering. C'est-à-dire que vous pouvez faire la première qui va être de 100 000 euros, parce que c'est de l'amorçage, parce que les gens, vous avez besoin d'établir la confiance avec vos investisseurs. Vous levez 100 000 euros, vous réussissez à les lever, vous faites les actions sur lesquelles vous vous êtes engagé, vous avez des bons résultats, et là, vous faites une NCO, donc pour le coup, peut-être pas de 100 000, mais de 1 million d'euros, et là, vous réémettez des nouveaux jetons si l'ICO réussit, et on repart pour un tour. Donc c'est l'intérêt, c'est qu'on peut faire des ICO consécutives, et donc des émissions de jetons consécutives. Et donc, une fois que tout ceci est imbriqué, que ça fonctionne, que le projet se mène à bien, finalement, l'investisseur, à un moment donné, donc comme vous l'avez dit, il y a deux types d'investisseurs, l'investisseur d'usage et finalement l'utilisateur qu'on pourrait qualifier de spéculatif. À ce moment-là, d'usage et le deuxième terme, c'était à la recherche de rendement. À la recherche de rendement, voilà.
Parce que le spéculation, j'aime pas le mot, mais donc c'est ça, Ça fait, oui, l'investisseur qui c'est cherche. Ouais. un aspect péjoratif, mais Mm. ça reste une prise de valeur quand même sur un actif dans lequel on a investi. Oui. Mais oui, Oui. donc prise de rendement, donc l'investisseur qui cherche à obtenir des rendements. Mm. Euh, à partir de ce moment-là, une fois qu'il voit que son projet dans lequel il a investi, enfin le projet dans lequel il a investi fonctionne, il va bien devoir y avoir un moment où il va souhaiter revendre une partie du capital dans lequel il a investi, donc des tokens. Et à ce moment-là, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur une bourse, sur un exchange. On en a entendu parler. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez la garantie de pouvoir lister ce token sur une plateforme où on puisse l'échanger en fait? Oui, alors ça, c'est pareil. C'est que notre plateforme, on a un partenaire qui s'appelle TheBitex, qui est un partenaire qui permet de lister les jetons de notre plateforme. Donc nous, notre propre jeton va être listé chez eux et on aura tous les porteurs de projets qui pourront lister leurs jetons chez eux aussi. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'un jeton qui ne peut pas être revendu sur un exchange, c'est un jeton qui ne va pas être liquide. On ne va pas pouvoir le faire tourner. Donc oui, nous, on a un partenaire. Donc ça, c'est aussi une valeur ajoutée de notre plateforme. C'est-à-dire que le porteur de projet, il n'a pas besoin de se casser la tête à essayer de trouver un partenaire qui va lui accepter son jeton. Donc nous, c'est une plateforme française en plus. D'accord. On reste à le maximum franco-français en fait. Et pour avoir un ordre d'idée, en fonction des exchanges, donc vous avez parlé de liquidité, donc Mm. le fait de pouvoir échanger le token contre des monnaies fiduciaires. Mm. Euh, dans ce cas-là, est-ce que l'exchange Debitex, si par exemple on fait une levée de 1 million, est-ce qu'il y a Mm. suffisamment d'utilisateurs pour pouvoir justement assurer 1 million de liquidité si par exemple un investisseur, alors je sais que c'est en fonction de l'offre et de la demande, et c'est notamment Exactement. ce qu'on voit, mais par exemple pour un ordre d'idée, combien il y a d'utilisateurs sur cette plateforme pour avoir un ordre d'idée des volumes qui sont échangés euh, pour savoir Alors si... déjà, il n'y a pas parce qu'il y a, enfin effectivement c'est l'offre et la demande. Donc dès qu'il y a un vendeur, dès qu'il y a un acheteur, il y a forcément eu un vendeur en face. Donc là, l'exchange n'a pas besoin de stocker 1 million d'euros sur sa plateforme. En fait, il y a un vendeur et en face il y a un acheteur. Après, la liquidité, c'est si le jeton il est listé uniquement sur cette plateforme-là et que le jeton a réellement un intérêt, forcément il va y avoir de la liquidité. Enfin, forcément il va y avoir de la liquidité. Forcément, c'est le seul endroit où on peut se le procurer. Forcément, il va y avoir du volume. C'est le mot, volume. La question, elle est là. Effectivement, si l'exchange en question, il n'y a pas suffisamment de volume, ça ne marche pas. Mais par contre, si le jeton, il est listé uniquement sur cette plateforme-là et que le jeton a un réel intérêt et que les gens veulent se le procurer, la liquidité sera là, forcément, puisqu'il y aura de l'offre et de la demande. Et donc cette plateforme qui est votre partenaire, donc j'imagine que c'est le premier exchange sur lequel sera listé le token, mais est-ce que vous faites également des demandes annexes sur d'autres plateformes? On peut penser aux plus connus comme Binance, Kraken, etc. Pour les projets qui fonctionnent le mieux, évidemment. Alors, on veut rester franco-français parce que la France, en termes de régulation, donc idem comme le visa, donc va donner des agréments pour ce qu'on appelle des PSAN, PSAN, des prestataires de services en actifs numériques. Donc il y a quelques exchanges français, donc là notre partenaire est en cours d'homologation. Donc il y a quelques exchanges français qui vont obtenir cet agrément. Donc nous on veut vraiment travailler avec des sociétés françaises parce que en face, il y a quand même de l'argent qui est aussi stocké, il y a les wallets des clients, etc. Donc nous, on veut vraiment travailler avec des sociétés françaises. Parce que Binance, tant que tout se passe bien, ça va, mais le jour où ça se passe mal, vous n'avez personne à qui contacter. Et ça doit être très compliqué. Ils sont basés je ne sais où d'ailleurs, donc c'est très compliqué. Et en plus, pour faire lister un jeton chez Binance, c'est très cher. Donc il faut au minimum 500 ou 800 000 euros pour se faire lister chez Binance. D'accord, donc vous avez quand même regardé la possibilité de coopérer avec des grosses plateformes. Alors on a regardé, mais on veut pas en fait, parce que alors après c'est sûr que si on a des projets qui lèvent 100 millions d'euros, et pourquoi pas? Parce que on va pas se le cacher, Binance c'est quand même la référence, il y a du volume. Si on arrive à faire lister son jeton chez Binance, on a de grandes chances que le jeton prenne de la valeur et que sa valeur explose. C'est très bien, mais par contre il faut pouvoir lâcher 800 000 euros pour aller chez eux. Donc si on lève 1 million d'euros et qu'on met 800 000 juste pour l'exchange, je suis pas sûr que les investisseurs soient très d'accord.
D'accord. Si dans votre modèle économique, je vous dis, je lève 1 million, et puis c'est 1 million, dans les 1 million, je veux mettre 800 000 pour juste lister mon jeton chez Binance, je pense que ça va poser problème. Oui, Par oui. contre, si vous levez effectivement 100 millions et que vous mettez 800 000, ça peut passer. C'est toute une histoire d'échelle en fait. Hein. Donc nous, on offre la possibilité de lister son jeton chez notre partenaire, ce qui est quand même énorme. Hein. Et voilà. Après, le fonctionnement de The c'est le même. Hein. Oui, c'est simplement d'un point de vue euh, des volumes et de Voilà. la notoriété et puis de l'identité de la Exactement. plateforme. euh, c'est comme une grosse équipe et une petite équipe de foot, elles fonctionnent de la même façon, mais, euh, mais d'accord. Donc l'atout et l'avantage comparatif que vous souhaitez développer, c'est surtout de travailler avec des sociétés françaises pour pouvoir maintenir un contrôle et des services qui seraient pas possibles autrement. Exactement. D'accord. Et donc pour conclure, et on s'achemine doucement vers la fin des différentes questions sur ce qu'est une ICO et fondamentalement la dernière partie sur les questions que peut avoir un investisseur qui souhaiterait investir sur un ICO. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la technologie de la blockchain? Pourquoi vous vous y intéressez? Pourquoi vous y croyez? Un dernier mot de fin, un peu qui se détache de l'ICO pour pouvoir finalement euh, Alors mettre ça a coupé, pardon. euh, enfin une dernière phrase pour dire euh, qu'est-ce qui, pour mettre des mots derrière l'espoir, derrière ce qu'on attend, ce que vous attendez de la blockchain. Pourquoi c'est un milieu dans lequel vous croyez à l'heure actuelle? Pourquoi avoir décidé de créer une société et tout simplement de donner votre vision un peu du marché, comment ça va se développer? Est-ce qu'on est à ses débuts? Et fondamentalement, c'est ce point de vue-là du point de vue d'un entrepreneur. Alors, il y a deux questions dans la question. La blockchain, pourquoi on y croit parce qu'on voit qu'aujourd'hui, malgré même les crises, etc., tout le marché des crypto-monnaies, alors le marché des crypto-monnaies, là, on est en période de crise, hein, aujourd'hui, on est avec la crise sanitaire que l'on connaît, le marché des cryptos, c'est 190 milliards d'euros. En 2017, au moment de la bulle spéculative, c'était 800 milliards d'euros. Donc il existe réellement un marché. Ça, c'est sûr. Il y a un réel intérêt, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de sociétés s'intéressent à la blockchain. La Banque de France aussi, d'ailleurs, elle est en train de lancer une expérimentation pour utiliser la technologie blockchain pour créer une crypto-monnaie nationale, etc., etc. Donc l'usage, il y a de plus en plus de cas d'usage. L'intérêt, c'est que les transactions sont très rapides. Il faut savoir que quand on transfère, par exemple, l'équivalent en Ether de 10 millions d'euros d'une personne à une autre, ça va coûter 5 centimes. Et si on transfère 1 euro, c'est le même montant. En fait, c'est pas le montant qui est important dans le prix du transfert, c'est juste le transfert lui-même, en fait. C'est la transaction. Alors qu'aujourd'hui, les frais bancaires sont élevés. Donc la blockchain, la technologie, on y croit plus que tout parce qu'elle est fiable, elle a fait ses preuves et on est en pleine phase d'adoption en ce moment. Donc là, il y a de plus en plus de logiciels qui intègrent la technologie et de plus en plus, on peut acter la technologie facilement. Ça, c'est le premier point. Après, pourquoi nous, on s'est lancé dans une plateforme d'ICO? Parce que les ICO, on y croit, parce que lever des fonds, ça a toujours été une problématique pour toute société. Donc, on veut apporter quelque chose d'innovant à la levée de fonds traditionnelle. Donc, la levée de fonds par crypto-monnaie, c'est plutôt innovant. Et en plus de ça, on veut une plateforme qui permette de lever toutes les barrières qu'on a connues. Donc, 2017, il y a eu beaucoup d'ICO, il y a eu beaucoup d'arnaques. Les investisseurs sont partis des ICO parce que, du coup, ils se sont tellement fait avoir qu'ils ne voulaient plus en entendre parler. Donc, nous, ce qu'on veut, parce qu'il y a un vrai intérêt à faire des ICO. On veut redonner la confiance aux investisseurs et aux porteurs de projets. On ne veut pas qu'ils aient à se concentrer sur la partie technique parce que c'est pas leur métier. L'investisseur, son métier, c'est d'investir et donc de faire les bons choix. Et donc ça, on pourra lui proposer des projets de qualité. Et le porteur de projet, c'est pareil, c'est pas un expert de la blockchain, lui, ce qu'il veut, c'est lever des fonds et se concentrer sur son activité. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme qui intègre en fait tout, toutes les garanties que l'on avait perdues avec des ICO douteuses. Voilà. D'accord. Donc c'est de redonner finalement son sens premier aux ICO et d'éradiquer la vague de Exactement. 2017. D'accord. Ben, je vous remercie Christophe pour ces questions. Je pense qu'on a abordé les points fondamentaux qu'on peut se poser lorsqu'on est confronté à la thématique des ICO. Et puis on verra bien où ça nous mène. On suivra le projet French ICO. Il y aura à mon avis un lien dans la description pour les curieux qui voudraient aller voir l'interface du site, ce en quoi ça consiste, l'ICO qui est en cours.
Et voilà. Merci à tous et bonne journée alors.